Je voulais juste souligner 3 points dans ce qu'il a présenté. Tout d'abord, dans l'historique, parce qu'on a eu l'occasion d'en parler dans le groupe francophone, mais dans l'historique, il a bien montré que les premières discussions ont eu lieu au sein des Nations Unies dans un groupe de travail. Et donc ce groupe de travail, juste pour qu'il n'y ait pas de mauvaise compréhension, ce groupe de travail, en fait, c'est pas des autochtones. C'était les membres de la sous-commission qui faisaient le groupe de travail. Et enfin, c'est un peu un petit truc, dans la mesure où la sous-commission était un organe d'experts de la Commission des droits de l'homme, à l'époque où c'était encore que la Commission. Et quand eux-mêmes ont décidé de travailler sur ce sujet, suite au rapport Cobo, qui était une étude absolument historique et fondamentale, ils ont invité qui voulait entendre. Ce qui fait que progressivement, au fil du temps, ce simple groupe de travail est devenu le groupe de travail des populations autochtones pour devenir quasiment l'Assemblée des autochtones au sein des Nations Unies, mais alors qu'en fait, aucun n'était là pour les Nations Unies. C'était toujours les 3 membres de la sous-commission, les 3 experts de la sous-commission en charge de faire les rapports pour la sous-commission sur ce sujet, qui venaient les entendre. Mais il y a une sorte d'inversion de la dynamique, et beaucoup de gens croient le groupe de travail des populations autochtones, c'était le groupe fait par les populations autochtones. Non, non, il y avait que 3 membres dans le groupe de travail, techniquement au départ. Mais progressivement, ce processus, qui était pourtant tout petit, a pris une ampleur. Vous avez vu, et Joseph a montré comment est-ce que ça a véritablement développé des mécanismes au sein du système droits de l'homme, mais aussi au-delà avec le forum dans le cadre de l'ECOSOC. Autre point qui concerne particulièrement les PU, et qui vient d'être souligné par notre ami de RDC, il y a un déficit sur la question autochtone au sein de l'EPU. Et c'est l'une des raisons pour laquelle on voulait l'aborder. Je vous expliquerai aussi, il y a une deuxième raison à cela. L'une des raisons, elle tient notamment à cette question de l'autodétermination, dans la mesure où, bien entendu, beaucoup d'États résistent, parce que quand on dit autodétermination, ils entendent séparation. Et là, du point de vue juridique, comme l'a d'ailleurs souligné José, c'est pour ça que je voulais juste le souligner ce qu'il a dit, il y a un élément qui est très important, c'est qu'il y a 2 dimensions de l'autodétermination, il l'a dit, mais je vais vraiment le répéter pour qu'il n'y ait pas de mauvaise compréhension. Il y a 2 dimensions, il y a la dimension, ce qu'on appelle maintenant assez communément, l'autodétermination selon la charte. Une autodétermination, c'est là que vous devenez un État. Puis vous avez l'autodétermination selon les principes des droits de l'homme, c'est-à-dire qu'on vous permet de vous autodéterminer à l'intérieur d'un État existant. Et donc il n'y a pas de volonté séparatiste, et il l'a dit, mais je veux juste le souligner, parce que c'est très très important. Mais bien entendu, beaucoup d'États sont encore extrêmement méfiants. Et le problème que l'on a, puisque c'est un examen entre États, il faut avoir des États qui sont prêts à porter cette question auprès des autres États. Et alors là, vous avez évidemment un nombre assez réduit d'États, ce qui fait qu'effectivement, c'est beaucoup plus difficile pour les peuples autochtones d'avoir les recommandations qui soient correctement formulées, parce que certains sont prêts à le reconnaître chez eux, mais ils n'ont pas forcément envie de le dire aux autres, parce qu'ils savent que ça va poser des problèmes diplomatiques, puis qu'en fait, chez eux, ils ont aussi des problèmes, donc à la limite, pour avoir des questions boomerang qu'ils n'ont pas envie d'avoir. Et donc, on est dans une situation qui est beaucoup plus difficile que celle que l'on a eue ce matin sur la question, par exemple, enfin tout à l'heure, avant, sur la question du droit des femmes, où on a, alors là, c'est l'inverse. Dans les différents comment dirais-je, qu'on a eu les résultats du nombre de recommandations qui sont faites au niveau qui étaient présentées par UPR Info, clairement la question des autochtones n'est jamais apparue d'une manière ou d'une autre. Donc là, il y a un problème très spécifique qui est lié à cette particularité. Autre point, pourquoi est-ce que c'est important, et c'est ce qu'a dit José à la fin, et là aussi je voulais le souligner, c'est que une des questions qui commence à être abordée au sein de l'EPU, c'est comment est-ce que un État, alors je vais prendre la Suisse pour faire simple, pour que l'exemple soit bien concret et parlant. La Suisse a un certain nombre de responsabilités au niveau de ce qu'elle fait juridiquement dans son État, ça va être le débat qu'on aura classiquement. Mais comme la Suisse c'est le siège de toute une série de multinationales, elle a aussi, c'est le grand débat, des impacts ailleurs. C'est ce qu'on appelle les obligations extraterritoriales. C'est un gros débat juridique, on ne va pas l'ouvrir ici, mais on voit maintenant des États, ou en tout cas un certain nombre d'ONG, demander à ce qu'il y ait des recommandations de cet ordre. Or, si la Suisse en tant que telle et juridiquement parlant n'est pas directement concernée, on pourrait parler de la question Rome, mais enfin bon, on n'a pas un problème grave en matière de peuples autochtones. On est directement concerné à partir du moment où on voit comment est-ce qu'un certain nombre de nos multinationales, Glencore ou les autres, celles basées à Zug, qui sont alors là, qui ont un impact massif sur un certain nombre de peuples autochtones. Et là, les questions qui étaient posées par José par rapport à la déclaration, est-ce que c'est du droit, jus cogens, du droit coutumier ou simplement du droit déclaratif, c'est extrêmement important. Est-ce que la Suisse doit rapporter sur ses obligations? Si c'est du droit coutumier, oui, on a une obligation de devoir rapporter sur ces questions-là. Parce que certains des acteurs, directement des décisions qui ont été prises en Suisse, vont avoir un impact sur les droits directs dans ces pays. Donc cette question, ce n'est pas du tout une question périphérique ou autre. Enfin, cette question de l'extraterritorialité, des obligations en matière de droits de l'homme, c'est une question qui ne cesse de monter.
Or, la question autochtone, elle est reconnue de façon très forte, comme tu l'as dit, dans les questions de propriété intellectuelle, question majeure aujourd'hui dans tout ce qui concerne le commerce international, fondamentale. Et ça, c'est une question de droits fondamentaux à l'intérieur même du commerce qui est beaucoup trop sous-exploité. Or, il y a des obligations, notamment par rapport aux droits des peuples autochtones. Tu avais mentionné la question de la biodiversité. Il y a la question sur les changements climatiques, tout le secteur qui s'appelle RED, qui concerne la gestion des forêts et de l'impact qu'elles ont sur les questions climatiques. Les questions autochtones se retrouvent directement au cœur, là aussi, de ces questions. Donc, c'est pas du tout une question périphérique. On peut l'apercevoir des fois pour ceux qui ne sont pas directement concernés. Alors après, il y a un débat, parce que certains disent on n'est pas concerné, on n'a pas de peuple autochtone chez nous, alors qu'en réalité, il y en a. Ça, c'est une des situations. Puis d'autres, objectivement, ça, je peux prendre le cas de la Suisse, on pourrait dire, bon, nous, c'est intéressant, mais bon, ça ne nous concerne pas directement. En fait, c'est pas vrai. Ça nous concerne, et c'est des questions qui sont aujourd'hui en train d'arriver à l'intérieur même de l'examen périodique universel. Ça, c'est un des débats qu'on aura justement, Anne et moi, avec les autorités suisses, parce que là, pour le coup, on sait qu'on va pas être d'accord avec les différents ministères sur cette question. Mais qu'on on a toute une série de groupes de la société civile suisse qui sont très forts là-dessus, sur ces questions. Donc, la question autochtone, elle a des impacts qui vont bien au-delà, et je crois que José l'a très bien marqué. Alors on va prendre quelques questions, j'ai vu qu'il y avait plusieurs, on va prendre peut-être juste 10 minutes avant d'aller au repas, et on va prendre quelques questions sur cela, et bon, malheureusement José ne peut pas rester à midi avec nous, il doit filer justement à une autre réunion au Palais des Nations, mais si jamais on aura d'autres occasions peut-être de pouvoir en parler avec lui.